Donc, ta vie d'adulte, on va revenir maintenant sur Ouais. sur le début de ta vie d'adulte et les différentes expériences que tu as eues, qui se sont enchaînées, qui étaient toutes, j'ai envie de dire, plus extraordinaires les unes que les autres. Et alors, il y a une chose que je t'avais posée, une question que je t'avais posée implicitement sur le questionnaire, c'est parce que tu me dis que tu avais eu une expérience d'actrice pornographique, mais je ne Oui, sais pas quand. Alors, oui. bon, j'ai envie de dire, de toute façon, pour la vie d'adulte, on n'est pas obligé d'être dans l'ordre Non, chronologique, non, mais... non, 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 en fait, ça n'a pas un gros intérêt. Il y a une période de carence de travail, forcément, parce que tu sais, il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que quand tu changes de genre, alors c'est là on revient à la prostitution. C'est la connotation, si tu veux, Non, on peut commencer par la prostitution, si tu veux. Toi qui vois. à la limite, oui, parce que pourquoi beaucoup de femmes transgenres se prostituent? Alors, il y a plusieurs catégories. La première catégorie, c'est les étrangères, Amérique du Sud, tout ça. Elles arrivent en France, ne trouvent pas de travail. Elles savent très bien que ça fonctionne très bien le sexe, la travailleuse du sexe, ça marche bien. Mais la deuxième catégorie, c'est nous aussi. C'est-à-dire que nous, quand on est en transition, et moi particulièrement, parce que je ne suis pas diplômé, je n'ai pas un travail, hein, je me retrouve dans une situation où des entreprises, s'ils me voient arriver avec déjà au départ un prénom de fille, mais pas encore changement de sexe officiel, ça les perturbe. Ils se foutent de savoir si tu as des compétences ou pas. Eux, ça les gêne déjà dans les entreprises d'avoir des personnes en transition, en tout cas à l'époque. Et, euh, et donc, j'ai un de mes amis à Pigalle qui me dit, qui lui est escort boy, tu vois, non, donc il s'occupe des femmes, lui. Et de certaines personnes de la télé d'ailleurs aussi, entre autres. Et bref, qui me dit, écoute, tu devrais aller à Genève ou en Espagne, mais à Genève c'est mieux, tu peux travailler comme escorte, ils ont des sites, il paraît que ça marche super bien, tout ça, si tu veux, je m'occupe de tout, je te fais un site, et puis tu pars là-bas. Ah ben j'ai dit oui d'accord, j'y croyais pas trop, hein. J'ai fait ça comme ça, olé olé, tu vois, dire, allez, Mais qu'est-ce qui fait que passer le cap, alors que socialement parlant, c'est mal vu, qu'est-ce qui fait que pour toi, ça n'a aucune importance et que tu y vas? Parce que tu as l'air de dire comme si ça n'avait pas été une décision... j'avais rien à perdre surtout. J'avais rien à perdre et rien à protéger. J'avais qu'à penser à moi. Donc, sincèrement, pourquoi m'embêter dire, bah, beaucoup de gens te répondraient, le regard de la famille, le regard de la Ah mais non, mais moi, société, le regard de la vie de... famille, tout ça, eux, ils savaient déjà. Moi, on m'a toujours... J'ai eu cette chance-là aussi. C'est qu'on m'a toujours suivi. C'est-à-dire, on m'a jamais condamné, on m'a jamais... jamais. Donc, j'étais libre cours, quoi. Tu vois. D'accord. Une famille Alors, très ouverte d'esprit de ce point de vue-là. par contre, je te propose un truc, une petite pause peut-être. C'est possible? Bah oui, si tu veux. Attends, on va faire... hop. Quelle heure on en était où? On en était... Enfin, on avait surtout fini la transidentité, enfin Oui, le on transgenre, parlait. et tu me disais, c'est mieux de commencer par, pour toutes tes expériences de ta vie d'adulte, c'est mieux de commencer par la prostitution parce qu'elle explique pas mal de Oui, choses voilà. ultérieurement. En fait, voilà, pour beaucoup de gens, alors pour les gens qui ont un travail déjà, c'est compliqué, mais l'entreprise ne peut pas les virer pour ça. Donc, j'ai quelques copines, une d'ailleurs, qui m'a laissé un message d'ailleurs tout à l'heure, qui est à la mairie de Paris, qui est dans son cycle de transformation. Ça se passe plutôt bien. Mais pour quelqu'un comme moi, qui a fait plein de métiers et au moment de sa transition, veut travailler, il est évident que ça devient là, par contre, beaucoup plus compliqué. Et donc, je reviens à ce fameux Alexandre, je ne t'ai pas donné le prénom, mais il s'appelle Alexandre, qui était qui est toujours d'ailleurs, Escort Escort boy. Boy. Donc, je fais ce fameux site et que je mets sur l'ordinateur. Mais un site qui me présente, etc. etc. Bon, comme je suis novice dans le domaine, à un moment donné, je reçois un appel d'un mec qui me dit Christina, je me présente, je m'appelle Dominique, j'ai vu votre site sur Internet, est-ce que ça vous intéresserait de venir travailler à Genève?
Et je dis, avec plaisir. Et justement, j'en parlais avec un ami qui m'avait proposé la même chose, d'où le site. Donc, on converse, j'échange des photos, des choses comme ça. Et puis, je prends le train pour partir à Genève. Et là, c'est une grande aventure. C'est une grande aventure parce qu'en fait, il faut savoir que quand on travaille dans la prostitution déclarée, ce qui n'a rien à voir avec la prostitution de rue ou de salon de massage, des trucs comme ça, tout est structuré. Quand tu dis salon de massage, c'est sous-entendu prostitution déguisée. Voilà, déguisée. Ou la prostitution sur Internet, tout simplement, qui est très dangereuse. Très, très dangereuse. Quand on est seul, je veux dire. Et donc, je pars à Genève. Et sans qu'ils me le disent, parce que pour lui, c'était normal, sans qu'ils me le disent, il me dit, on va au commissariat du canton de Genève. Et je dis, ah bon? Il me dit, oui, parce qu'il faut que tu ailles te faire déclarer. Ah d'accord. Moi, je pensais que c'était libre comme ça et qu'il n'y avait pas de souci. En fait, non, il faut que tu ailles te faire déclarer à la police, d'où la fameuse carte de visite que je t'ai donnée, que je t'ai montrée. Et donc, j'arrive au commissariat, et puis Bruno me présente à des agents. Ils me prennent en photo, comme les trucs de fiches, profil, machin, empreinte, etc. etc. Et il me donne une autorisation de travail de tant de semaines, à la demande de Dominique, tant de semaines, et avec le statut d'artiste. C'est ça qui est drôle, tu vois, un statut d'artiste de cabaret ou je ne sais pas trop quoi, enfin, de toute façon artiste, dans le domaine de l'artistique. Et du coup, Dominique m'emmène dans mon appartement. Et là, un superbe appartement, salon, chambre. Enfin, la chambre est dans le salon, c'est une sorte d'énorme pièce. Une sorte de loft. Pas loft, parce que loft, il y a un étage, mais là, c'est vraiment la grande surface où tout est incorporé. La cuisine. Un loft, un loft. Quand il y a un étage, c'est un duplex. Ah oui, tu as raison, loft. Alors, loft, c'est ça, loft. Et donc, je trouve ça super. Et moi, je pensais, le premier jour, j'allais m'installer, j'allais faire les courses, machin et tout. Pas du tout, il avait déjà des clients pour moi. Pas du tout. Il me dit, t'as un client dans 1 heure. Je dis, ah bon? Il me dit, oui. Je dis, d'accord, ok. Ok. Et j'ai commencé comme ça. J'ai reçu le premier client, le deuxième. Bon, il n'y avait pas beaucoup les premiers jours, parce qu'il faut le temps que ça se mette en place. De créer une notoriété. Aussi, oui, de fidéliser le client. Et du coup, c'est parti comme ça. Et j'ai découvert un monde complètement dingue, quoi. De gens complètement différents, complètement à l'opposé les uns des autres. Alors, il m'a expliqué, bon, alors, tu as une fiche, la fameuse feuille que je t'ai montrée, là. Oui, feuille de travail. Voilà, fiche de travail, donc tu marques le nom du client, les montants. Alors, le montant, c'était 200 francs suisses minimum pour, alors, je ne sais plus si c'est 1 heure, une demi-heure, je crois que c'est 1 heure. 200 francs suisses, ça faisait 180 € pour, on va dire 1 heure. Et donc je commence comme ça, puis il me dit, donc tu notes tout. Alors chaque semaine, il m'amenait un sac de préservatifs. Je peux dire qu'il y en avait. Gel, préservatifs, machin et tout. Et puis il me dit, t'as des tenues, des choses comme ça? Je dis non, je sais pas grand-chose. Il me dit, bon écoute, on va t'amener quelques petites choses, mais sinon, globalement, tu n'as pas vraiment besoin. Je dis oui, parce que de toute façon, au bout du compte, on est à poil. Donc, sincèrement, les tenues, tu sais, les mecs qui te veulent des nanas genre infirmières ou bonnes sœurs, c'est nul, parce qu'au bout du compte, tu es à poil. Donc, donc, j'ai commencé comme ça. Non, mais il ne faut pas négliger les préliminaires. Non, il ne faut pas les négliger. Alors, justement, non. Oui et non. En fait, alors, je dis ça en riant, évidemment. En fait, il faut éviter les préliminaires, dans le sens où on est là pour faire du chiffre. Tu vois. Oui. Donc, le but du jeu, c'est de faire plaisir aux clients, bien sûr, mais aussi faire vite, enfin, le faire jouir vite, le plus rapidement possible, pour pouvoir passer à un autre client. Sinon, si tu passes 3 heures, c'est pas le même prix. Donc, et donc, j'avais dans l'immeuble, qui était réservé pour ça,
plusieurs appartements. Et il y avait des femmes transgenres d'Amérique du Sud, donc des brésiliennes, uruguayennes, cubaines. On avait aussi des filles de l'Est, quelques filles de l'Est, assez rarement. Maghrébines, on avait une ou deux. Très belles femmes transgenres. Et donc, des clients, ça montait, ça descendait. Hein, je veux dire, hôtel chic, hein, attention. Hein, Genève, c'est pas l'hôtel de chiottes là qu'on a en périphérie de Paris. Hein. Et j'ai fini par me faire des amis, enfin des copines. Hein, Parmi les filles femmes, hein, qu'on se croisait. Et puis, à sympathiser, tout ça. Et puis, quelquefois le matin, on se voyait, on se prenait un café ensemble et on discutait des clients. Et c'était très intéressant parce qu'il y avait des mauvais clients, des clients agressifs, mauvais payeurs. Et donc, on s'échangeait les infos de manière à les éviter. Par contre, les très bons clients, on se les gardait. Donc, il y avait une bonne ambiance quand même. Il y avait une bonne ambiance et puis ça allait. Voilà. Après j'avais toutes sortes de clients. Il y avait le client qui voulait sortir, m'emmener au restaurant, en boîte, dans un bar, et puis s'envoyer en l'air. Mais là, ça devenait un autre montant. Puisque quand tu es escorte, c'est pas prostituée à la passe, c'est prostituée de luxe où tu dois, si tu veux, être à la disposition du client pour un temps déterminé. Il n'y a pas forcément de sexe non plus, du reste. Moi, j'ai eu 2-3 clients, il n'y a pas eu de sexe. Tout ce qu'ils voulaient, c'était être avec une femme transgenre, enfin une femme, on va dire une femme plutôt, une femme transgenre, parce que une femme pour passer le temps, la soirée, aller dîner. Être avec une femme, mais il savait très bien que tu étais transgenre, parce qu'il me semble que tu m'as envoyé des photos où sur le site, c'était très clairement expliqué. Obligatoire, parce que très dangereux. Oui, la surprise peut déclencher de l'agressivité. Tu peux déranger un homme qui veut finir au lit avec une femme transgenre et il n'est pas au courant. Il peut très mal le prendre. Son ego en prend un coup. Il se sent homosexuel, chose qu'il ne faut surtout pas lui faire ressentir. Et il peut être violent. Donc, c'est clair que de ce côté-là, j'ai jamais eu de problème, tu vois. Est-ce que tu peux juste remettre, il y a un pli. Le micro, il est en train de s'enfouir un peu. Oh, celui-là, il faut qu'il se fourre partout à chaque fois. T'es incroyable. La lumière n'est pas la même. Hein. C'est pas grave. Une chose à laquelle je pense, c'est que clairement, quand on parle dans la société, en France en particulier, encore que je n'ai pas vraiment de référence dans d'autres pays, mais je sais que dans certains autres pays, c'est moins mal vu. Comme l'Espagne ou la Belgique. Hein. Le Danemark, voilà, les pays. Voilà. Et une question que je me pose, c'est que, évidemment, à chaque fois dans la société, on a tendance à plaindre, quelque part, à la fois les honnir et à la fois plaindre les prostituées comme s'ils étaient... Le misérabilisme de la prostitution. Voilà. Ouais. Et clairement, quand on t'écoute, c'est pas du tout ça. Non, pas du tout. D'accord. Alors, ton cas Parce que c'est volontaire. Voilà, donc... ton cas était particulier, c'est volontaire. Et puis en plus, on a la sensation que si c'est volontaire, quand je t'écoute depuis le début, tu as une appétence pour le sexe qui fait que c'est pas si malvenu que si tu n'en avais pas eu envie, quoi. D'une certaine manière, si tu veux, c'est un peu tout ce que je sais faire, quoi. Si on parle études, si on parle diplôme, si on parle expérience, globalement, je peux plus me considérer comme une professionnelle que dans n'importe quel autre boulot, hein, au bout du compte. Puis c'est un travail, c'est un vrai travail. Donc, en plus, il faut savoir que chaque homme, donc chaque client a ses exigences. Un jour, ma sœur me dit, oui, toi, tu as de la chance, tu gagnes de l'argent facilement à Genève. Je dis, non, Karine, je ne gagne pas facilement de l'argent à Genève, je gagne de l'argent rapidement. C'est pas pareil. Hein. Pourquoi je dis c'est pas facile? Parce que justement, tu as les exigences des clients et quand un client paye, il en veut pour son argent. Donc, il ne faut surtout pas le contrarier là-dessus. Quelqu'un qui ne va pas au bout des choses avec le client
dès le départ, c'est mauvais pour elle, tu vois. Donc moi, je sais qu'il y avait certaines choses que je ne voulais pas faire. J'avais bien prévenu Bruno là-dessus. Tout ce qui était scato, euro, machin et tout, ça, c'est même pas imaginable. Mais je sais qu'il y a des clients qui sont fans de ça, surtout à Zurich. Le côté allemand, ils sont très, très pervers là-dessus. Je suis allé une fois, j'avais des clients à Zurich une fois. Bon, ça s'est bien passé, hein, mais c'est pas c'est pas la même mentalité, tu vois. Les Russes, c'est pas pareil non plus. Les Russes sont très violents. J'ai eu quelques problèmes avec eux. Donc, Qu'est-ce que tu appelles des problèmes? de violence. Ouais. De violence et surtout... Mais de violence parce qu'ils t'ont un peu, ils avaient envie de te secouer un peu, ou de violence de violence dans tous les domaines, autant verbal que... Encore que verbal, on s'en fout, mais physique, torture, tu vois, donc... ou alors des exigences... moi, alors, je vais t'expliquer une chose qui m'est arrivée une fois. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on le voit dans un... C'est une situation qu'on voit dans un film qui s'appelle... je dirais le titre du film un jour. C'est sur ça se passe en Espagne, dans une maison close. Un jour, il y a un client comme ça qui... j'étais allongé sur le dos. Il se met à cheval sur mes genoux. Et puis, il était en train de se branler. Et il me dit... il sort une liasse de billets. Et puis, il me dit, combien tu veux pour que j'urine dans ta bouche? Ah, alors là, j'ai dit non, je ne pratique pas ça, tu vois. Et puis, il me pose un billet de 100 francs suisses sur le ventre. Et puis, dis-moi combien tu veux. À chaque fois, je dis non, je suis désolé, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Et il continue, et il continue. On arrive à 1500 francs suisses. Et puis, il me dit, en mettant le 15e billet, il me dit, dernier chiffre, je ne sais pas comment il me dit ça, dernière offre. Dernière offre. Et là, j'ai réfléchi et j'ai accepté. Mais psychologiquement, je m'étais préparé à pas avaler l'urine. Et puis, je prends l'argent comme ça sur le ventre, je fais « Ok, d'accord ». Et il m'urine dans la bouche. Bon, ça m'a piqué les yeux, ça m'a foutu dans les cheveux. J'ai pris une douche pendant 1 heure après. Hein. Mais c'est pour te dire un peu le délire que les gens dans le milieu du sexe ont quand ils payent. Et ça, les gens ne le savent pas. Ils ne savent pas qu'il y a des mecs complètement tordus, quoi. Ils ont des fantasmes, mais ils veulent pas que ça se... Ils veulent pas de limite, quoi, grosso modo. Ils ont l'argent. Donc, à partir du moment où ils ont l'argent, ils se sentent tout puissants. Et ça leur monte à la tête. Et là, arrive le délire. J'ai 10 000... Je sais pas, je prends un exemple. Hein, j'ai 10 000 euros sur moi. Si je veux, je l'égorge, quoi. Je veux dire, ça va jusque-là, quoi. Et puis voilà, donc c'était une expérience que j'ai jamais refaite. Je me suis un peu dégoûté quand même, parce que je me suis dit, là, tu arrives à un niveau où quand même, tu contrôles plus rien, quoi. Tu vois. Et puis, tu en as d'autres. Un jour, un Italien, Dominique m'appelle, il était 22h, 23h. J'avais pas mal travaillé ce jour-là. Il me dit, écoute, j'ai un client, tu peux le prendre. Il vient d'arriver à Genève, j'ai personne sous la main. Alors je dis, écoute Dominique, je suis fatigué, j'aimerais bien me poser un peu, puis j'étais en train de regarder un film à la télé, tranquille, tu vois. Il me dit, écoute, prends-le, je te revaudrai ça. Je dis, ok, d'accord. Et là arrive un mec superbe, italien, vraiment le beau gosse, tu vois. Et avec l'accent italien, tu sais, tout ça. Il dit, enfin bref, j'étais à son goût, parce que quelquefois on n'est pas forcément à leur goût, hein, donc il faut voir ça aussi. Hein. Et j'étais à son goût et tout, donc je reçois, et puis tu parlais de préliminaire tout à l'heure. Et là, j'avais pas envie de m'emmerder à lui dire non, enfin à aller vite. Je me suis dit, oh, putain, le préliminaire, c'est trop bien, comme je suis fatigué, que je suis bien dans mon lit et tout. Comme c'est vraiment l'hidalgo, quoi, tu vois. Du coup, on a fait l'amour, on n'a pas baisé, on a fait l'amour, tu vois. Et à
à la fin, je sais plus, j'étais assez tard, hein, on avait passé minuit, 1h du matin. Il me dit, avec son accent italien, il me dit, il faut que j'y aille, je prends l'avion demain, tout ça. Je dis, non, tu restes, tu restes. J'ai fait des pieds, des mains pour qu'il reste, il n'a pas pu rester. C'était normal, il fallait qu'il retourne. De toute façon, il fallait qu'il retourne à son hôtel, tu vois. Et il y a des cas où c'est merveilleux. Ça se passe bien, quoi. Ça se passe super bien, mais c'est merveilleux. Et en plus, il te paye bien, tu vois. Donc, le gars, il a quand même resté plus de 3 heures. Donc, il a payé, je sais plus, 600 francs, je sais plus trop bien. Et encore, même plus, même, il me semble. Et puis, tu as ceux aussi qui te donnent à pourboire. Tu as ceux qui, quand ils sont très contents de la prestation, ils te mettent 50 francs de plus, 100 francs de plus. Je parle en francs suisses. Et puis, tu es contente, quoi. Parce que tu te dis, bon, il va revenir. Ce qui est parfois le cas, tu vois. Et puis alors j'en ai un autre, lui c'était génial. Lui, je crois que je l'avais expliqué là. Tu m'as parlé d'un... Tous les matins, à 8h. C'était sur la route de son travail. Il s'arrêtait à l'hôtel. On s'était mis d'accord. Je préparais le café. Il arrivait avec les croissants. Il me baisait. Il me payait. Il partait travailler tous les matins. Ça a duré 10 jours, 10-15 jours à peu près, quoi, tu vois. C'est pas celui-là qui m'a parlé, mais oui, c'est drôle, ça. Et je l'ai revu, je l'ai eu au téléphone il y a quoi? Il y a 8-10 jours. On s'est envoyé en l'air à un hôtel à côté de la gare de Lyon avec sa femme, enfin sa copine. Et puis qui était là? Qui était là, ouais. Elle voulait absolument assister, donc moi ça me gêne pas. Hein. Elle a juste assisté. Oui, non, en fait, j'étais venu avec une autre amie transgenre qui s'appelle Andrea. Et puis, du coup, elles se sont bien entendues toutes les deux, donc elles ont été de leur côté. Et puis moi, je suis resté avec Yves, jusqu'à ce qu'ils repartent. Et puis, je l'ai eu au téléphone il y a 15 jours, parce qu'il passait à Paris. Il me dit, écoute, je passe à Paris, tu as le temps de me voir. Je dis, écoute, non, ça tombait mal. Donc, c'est lui qui venait tous les matins, donc, avec le croissant à l'époque, et qui me payait. Ça, c'était... Je commençais bien ma journée, tu vois. Et puis, tu en as eu un aussi, un dernier exemple, un autre Dominique me téléphone, il me dit, écoute, j'ai un client, il veut absolument que ce soit toi, personne d'autre. Je dis, il ne m'a jamais vu. Je dis, non, mais t'es dans son style, t'es très mince, c'est ce qu'il veut. Je dis, d'accord, ok. Et il me dit, il va te téléphoner de son avion. Je dis, d'accord, ok. Effectivement, il me téléphone de son avion. Et puis il me dit Christina, qu'est-ce que vous aimez? Alors moi dans ma tête je me dis, il parle de position, il parle de trucs comme ça. Je dis, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il me dit, oui, qu'est-ce que vous aimez boire, qu'est-ce que vous aimez manger, tout ça. Je dis, écoutez, à la cantonade, je dis, du champagne, machin et tout. Il me dit, très bien, d'accord. Vous aimez les fleurs? Je dis, oui, j'aime les fleurs, d'accord. Et puis j'aurai un petit cadeau pour vous. Je dis, d'accord, ok, écoutez, ça s'annonçait bien, tu vois. Bref, il arrive avec son avion privé à Genève, très bien payé, 1500 francs suisses. Et puis pour pas longtemps en plus. Et donc il arrive à Genève, il arrive à mon hôtel, et puis j'ouvre, il y a deux mecs, il y avait deux mecs. Il y avait son chauffeur et lui. Mais le chauffeur n'est pas resté. Le chauffeur il portait les fleurs, les bouteilles, machin et tout. Il est rentré, il a installé tout ça sur la table, et puis il est ressorti à la voiture, et puis le mec, c'était un Libanais. Le mec très riche, j'imagine. Et puis il me dit, alors vous aimez mes fleurs, tout ça? Je dis oui, champagne, on convoit le champagne. Et puis il avait ramené une petite boîte en bois, très, très mignonne. Et il me dit, ça c'est pour vous. Je dis d'accord, c'est quoi? Il me dit, ouvrez. Et j'ouvre, cocaïne. Je dis là, vous savez, je prends pas de drogue. Si, vous allez prendre de la drogue. Si, vous allez voir, avec moi, elle est de très très bonne qualité, tout ça et tout. Je dis putain, merde, je sais pas comment je vais réagir à ça, quoi. Ouais, clairement. Ouais. Puis c'est pas anodin. Ouais. C'est pas du chocolat. Et puis après, alors j'étais j'étais en partie dans le doute et en partie rassuré. Rassuré parce qu'il venait de la part de Dominique, donc c'était géré à la base. Rassuré aussi parce que il y a un chauffeur, donc il y a une trace. Rassuré parce que j'avais son téléphone. Moi, je notais toujours les téléphones discrètement au cas où. Et embêté parce que je ne savais pas comment j'allais réagir à la cocaïne. Et en fait, j'ai
trouvé une petite astuce. Enfin, j'ai pris la cocaïne, mais pas sur la ligne complète. Sur le bord de ligne, quoi. Je faisais semblant d'être bien. Tu vois, j'ai fait tout un jeu pour. Et lui était ravi. On s'est envoyé en l'air, c'était très bien. C'était pas extraordinaire, mais enfin, c'était très bien. Un petit peu d'embonpoint, un petit peu de volume, on va dire. Pour un Libanais, c'est normal. Et puis voilà, donc des expériences comme ça, et j'en ai des tonnes, quoi. Tu vois. Puis des malades, des tarés, les Russes surtout. Les Russes. Là, je peux dire que j'étais violé. D'ailleurs, j'ai dit à Bruno, à Bruno, toujours à Bruno, à Dominique. Je dis, écoute, Dominique, t'évites les pays de l'Est, hein, les Russes, les Ukrainiens, enfin tous ces gens-là, les Moldaves. Tu évites parce que je les trouve très violents, quoi. Il me dit, ah bon, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je dis, rien de particulier, sauf que le gars est arrivé, donc il m'a baisé, il m'a payé, tout ça, et il m'a téléphoné, et il m'a demandé de venir chez lui. Alors j'ai accepté, il me dit, non, tu ne devrais pas accepter, il faut me prévenir. Je dis, oui, mais j'ai accepté parce que je n'ai pas pensé, et puis comme je l'avais déjà vu une fois, tu vois... Donc je vais chez lui, c'était pas très loin, c'était dans le centre de Genève. Dans son hôtel ou... Non, chez lui, carrément. Ah oui, d'accord. Carrément. Enfin, ça devait être un Airbnb, hein. Ça devait être un truc comme ça. Oui, un truc de genre. Encore que je suis même pas sûr parce qu'il y avait des miroirs partout. Il n'y a pas un seul endroit où il n'y a pas de miroir. Le mec, il délirait au plafond aussi. Hein. Donc je pense que ça devait être chez lui. Et un grand lit, machin et tout. Et donc il voulait me voir dans toutes les positions à travers les miroirs. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est excitant d'ailleurs. C'est pas mal, les miroirs, ça te permet d'avoir une vision de tout. Bref, donc je vais chez lui, j'arrive chez lui, il était habillé en officier russe. En officier russe, ouais. T'imagines. Mais en short. C'est-à-dire, il met juste un short. Non, mais attends, pour te dire le délire. Hein. C'est le délire. D'accord, donc je rentre. Il me dit, tiens, avec son accent russe... assis-toi, prends un verre, il me offre le champagne, tout ça et tout. Et puis il me dit, commence à te déshabiller devant moi, tout ça. Je commence à me déshabiller, bon, le truc classique, hein, lentement, enfin le truc basique. Et puis il me dit, viens, je t'emmène dans ma chambre. Donc la chambre, toujours avec des miroirs, hein, des trucs comme ça. Je dis, putain, là, c'est pas mal. Et ça sonne à la porte. Et là, je dis, oh là là. Ça sonne à la porte. J'ai pas tilté sur le moment. Je pensais que c'était quelqu'un qui amenait quelque chose. En fait, c'est 2 autres mecs qui venaient et qui m'ont baisé à 3. Et j'avais pas intérêt à ouvrir ma gueule parce que je sentais qu'il y avait une certaine agressivité. C'est une sorte de... je sais pas. Il y a des fois, on sent de façon intuitivement qu'il y a intérêt à faire un profil bas. Donc, j'en ai pris plein la gueule, comme on dit, et ils m'ont bien payé, mais j'ai eu très peur. J'ai eu très peur parce qu'en plus, j'avais des marques partout, j'avais des marques de strangulation, j'avais des marques au poignet, j'avais eu des menottes. Oui, ils t'ont pas juste baisé. Hein, ouais. Et le problème, c'est que quand c'est comme ça, tu te dis, est-ce que ça va vraiment s'arrêter ou est-ce que ça va durer toute la nuit ou toute la journée ou est-ce qu'ils vont... Tu te fais des films dans la tête, quoi. Ouais. Et c'est là que tu te dis, bon, il faut te reprendre, quoi. Il faut te reprendre parce que là, tu vas avoir de gros soucis, quoi. Alors, j'ai failli appeler les fameux flics du canton de Genève, la police des mœurs. C'est parce qu'ils appellent ça encore la police des mœurs, là-bas. Et je ne l'ai pas fait. J'ai appelé Bruno. J'y arrive pas avec celui-là. Hein. Dominique. Avec Dominique, j'ai appelé Dominique. Et je lui ai expliqué. Il m'a dit, écoute, c'est bien fait pour toi. Mais je dis, la prochaine fois, moi, je ne travaille plus avec toi. Parce que si tu continues à tes conneries, moi, ça va me retomber dessus aussi. Tu vois, tu as une autorisation de travail dans ce milieu-là. Si tu commences à avoir des soucis, c'est moi qui vais trinquer, quoi. Donc, du coup, il m'a dit, écoute, je vais te calmer tout de suite. Je vais t'emmener à Montreux. Donc, je suis parti à Montreux. Attends, juste avant. Il est en train de se remettre... voilà.
Donc, je suis parti à Montreux et là, c'était une sorte d'appartement un petit peu, comment dire, crasseux, un peu crado. Alors que Montreux, c'est très chic. Hein. Montreux, c'est Ouais. la ville du jazz, machin et tout. Mais l'endroit où j'étais n'était pas génial. Et le problème, c'est qu'il y avait de la prostitution de femmes génétiques. J'appelle ça les femmes génétiques. Ouais. Et des femmes transgenres. Et on ne s'entendait pas très bien. D'abord pour 2 raisons, c'est qu'on travaillait plus qu'elles dans le domaine, donc ça ne leur plaisait pas beaucoup. Et les clients qui allaient voir des femmes génétiques, sachant qu'il y avait des femmes transgenres, avaient envie de rencontrer des femmes transgenres, tu vois. Donc, conflit. Du coup, au bout de 2-3 jours, j'ai dit, écoute, je prends le train, je rentre à Genève. C'était plus possible. C'était trop violent. Vraiment trop violent. Donc, du coup, voilà. Puis j'ai eu des expériences comme ça tout le temps. D'accord. Après, ça dure combien de temps, cette expérience de 4 ans. prostitution à Genève? Ouais, tu restes 4 ans, quoi. Ouais. Enfin, tu reviens de temps en temps, tu n'y habites pas à temps plein, mais... 4 ans, mais par période. C'est-à-dire qu'en fait, Dominique, il m'appelait quand il y avait des salons, par exemple, des séminaires, des grands événements. Donc, il m'appelait, moi et puis d'autres. Hein. Il nous appelait, et puis j'ai eu quelques copines qui ont pris leurs propres appartements avec leurs propres sites, tout en gardant les autres des clients, qui m'ont proposé de travailler avec elles. Moi, j'avais envie d'être protégé. Donc, je suis resté avec Dominique. Mais il y a quand même une qui s'est fait égorger derrière la gare de Genève. Et j'en ai une autre qui s'est pendue, enfin, qui s'est suicidée. Oui. Dans les 4 ans. Mais bon, après, tu sais, le suicide, il faut voir aussi dans quelles conditions les filles transgenres travaillent par rapport à leur existence familiale et sociale. Il y en a qui ont beaucoup de problèmes, tu vois. Il y en a qui n'ont pas eu ta chance et qui n'ont pas eu une famille ouverte. Voilà, déjà. Et puis il y en a il y en a qui doivent envoyer de l'argent à leur famille aussi. Tu sais, moi je faisais ça pour moi, alors qu'elles le faisaient aussi pour leur famille qui était à l'étranger, comme des Brésiliennes par exemple, où je me suis un petit peu fâché avec elles parce que elles déclaraient pas certains clients à Dominique, dont la fiche de travail, tu vois. Et moi je me serais pas risqué à ça, quoi, tu vois. Ouais. Et puis on cachait l'argent, c'était toujours payé en liquide, hein, donc on cachait l'argent en rouleau. Moi je sais qu'on m'avait dit le meilleur endroit, c'est la gazinière, là où on met le feu, là où on allume tu mets dans la gazinière, là ils vont jamais chercher. Enfin, tu sais, s'ils veulent vraiment chercher, ils trouvent. Ouais. Donc voilà pour Tu t'es jamais fait braquer, ceci dit, non? Non, je me suis jamais fait braquer, mais ça a quand même été une crainte, hein, quand même. Hein. Ah bah ça, j'imagine bien, oui. Mais heureusement, Dominique venait relever les compteurs, tu sais, régulièrement, tu sais, quasiment tous les jours. Hein, donc, on remettait l'argent, il prenait 40% de ce qu'on touchait. Et dans les 40%, il y avait l'appartement compris dedans. Donc, par contre, il y avait quelques extras à payer. La bouffe, on la payait soi-même. Hein. Et puis, alors, ce qui était très drôle aussi, c'est que parfois, quand je me promenais rarement dans Genève, j'allais prendre un café, si j'avais un creux comme ça de 3 heures, j'allais prendre un café, me promener. Je rencontrais des clients avec leur famille. Un jour, je me retrouve dans une brasserie et je ne sais plus, c'était aux heures du midi. Ouais, c'était aux heures du midi. Je sais que je ne travaillais pas avant le soir ce jour-là, enfin un truc dans le genre. Et puis qu'est-ce que je vois arriver? Un de mes clients que j'avais vu déjà 2-3 fois s'installer avec sa femme et ses 2 enfants, juste en face de moi. Donc je le vois, je le regarde. Lui, je sais qu'il m'a vu. Mais bon, en tant que professionnel, on ne va pas l'embêter. Donc je suis parti. J'ai payé mon café. Je préférais pas rester, quoi. Tu vois. Mais ça m'arrivait de les croiser de temps en temps. D'accord. Ouais, c'est assez drôle. Donc voilà, 4 ans. Après cette expérience donc, dans la prostitution, j'ai cru comprendre d'ailleurs que tu avais, arrête-moi si je me trompe, jamais vraiment arrêté en fait. Tu as continué par ailleurs? En fait, j'ai commencé à Montmartre quand j'étais avec Jean-Claude, plus ou moins parce qu'on m'abordait. Et un jour, un mec me dit combien tu prends?
Et Donc, puis donc avant Genève, là, avant l'expérience Ah de oui, Genève. bien avant Genève. D'accord. Oui. Tu commences à quel âge à peu près? Comment? Tu commences à quel âge à peu près? Oh, je sais pas, la quarantaine, quand j'ai commencé ma transition. D'accord. Parce que sur les photos du site Transescorte, là, tu as l'air très jeune. Bah, j'étais surtout brune, Oui, tu étais brune, oui. déjà. Oui, j'avais la quarantaine, quoi, tu vois. Et donc, quand il m'a dit combien tu prends, moi, j'ai pris ça pour une rigolade, tu vois. J'ai dit 50 balles. J'étais allé faire une pipe dans un escalier juste derrière. Et puis là, je me suis dit, tiens, si jamais ça se représente, je continue. Puis ça s'est représenté, c'est pas vraiment représenté, mais disons que j'ai incité. Un jour, je suis tombé sur un couple d'Australiens. C'était rue Le Pic. Et puis, ils me suivaient. Ils me suivaient plus ou moins. Bon, c'était pas des flics, ça se voyait tout de suite. C'était un couple d'une cinquantaine d'années. Et je vais chez Amélie Poulain. Enfin, j'appelle ça Amélie Poulain, mais c'est, tu sais, c'est le café rue Le Pic, où j'avais mon quartier général. Et il m'aborde et puis il discute, tout ça. Il me dit on vient d'Australie, on est là pour 15 jours, on a pris un Airbnb, on aimerait bien passer une soirée avec vous, tout ça. C'est comme ça, sans te connaître. Comment? Sans savoir qui t'es, sans te connaître. Ah oui, oui. Mais et je leur dis, hein, comme je leur dis toujours, je dis je suis une femme transgenre, je ne suis pas opérée. Je veux dire, ça c'est un principe qu'il faut avoir absolument tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ne pas mentir, sur la marchandise, comme on dit. Et pour certains, c'est encore mieux. C'est souvent ce que j'ai, c'est encore mieux. Pour eux, d'avoir une femme transgenre, surtout que sur Internet, par exemple, sur Facebook ou sur Instagram, il y a des hommes qui me draguent, donc j'y discute, et quand je sens que ça va trop loin, que vraiment le mec, il veut vraiment me rencontrer pour une relation, je leur dis, je tiens à vous dire que je pense que ça va pas vous plaire. Alors je dis toujours, je pense que ça va pas vous plaire. Ça va vous embêter. J'aborde la phrase comme ça, mais je suis une femme transgenre non opérée. Tu vois, comme ça met les compteurs à zéro. Et quasiment 99% du temps, c'est très bien. Au contraire, c'est mieux. Il y en a un qui m'a dit, m'a dit bonne chance, moi c'est pas mon truc, voilà. Bon, je dis d'accord, mais au moins, voilà. Puis un autre aussi à Saint-Germain, il n'y a pas longtemps, là, au mois d'août, là, un Anglais qui me draguait en terrasse, et puis qui me regardait tout le temps. Et puis à un moment donné, j'étais avec des amis, je dis écoute, va voir ce qu'il veut, parce que apparemment, j'avais su par les garçons serveurs que c'était un Anglais qui ne parlait pas français. Et donc j'ai une copine qui m'a dit qu'elle était allée le voir et qui a essayé d'écouter ce qu'il disait au téléphone, et il parlait anglais. Et on a réussi à comprendre que je lui plaisais. Donc, on échange les téléphones. Il me dit en anglais, que je fais traduire par des amis, il me dit en anglais qu'il est là que pour 2-3 jours. Et moi, je lui réponds en anglais, en traduction, que je suis une femme transgenre non opérée. Et là, ça lui a pas plu. Mais c'est bien. C'est très bien. C'est très, très bien. C'est mieux comme ça. D'accord. Donc ça, c'était ton expérience dans... dans le milieu de la prostitution, payante, quoi. D'ailleurs, on peut se demander, quand on regarde des films, quand on n'y connaît rien, Dominique, il travaillait pour lui-même? Il faisait partie d'un autre réseau? Non, indépendant. Beaucoup avaient leur auto-entrepreneur, quoi. D'accord. Tu vois. Je sais qu'il a revendu sa boîte quand j'ai quitté. Là, un jour, il me téléphone, il me dit Christina, si tu reviens à Genève, sache que il m'a donné le nom, qu'un tel a repris transescorte.ch. Donc, tu auras affaire à lui si jamais tu veux revenir. Puis bon, après, c'est tombé dans les oubliettes, quoi. Ok. Alors, bien avant ça, a priori, juste après ton service militaire qui se finit mal, on l'a vu tout à l'heure, ton père, tu me dis, t'envoie en Guyane. Ouais, je pars en Guyane, parce qu'il ne savait pas quoi faire de moi.
Et je fais un stage à Lille, à la Chambre de commerce de Lille, un stage commercial qui dure 6 mois, l'année de la mort de Jacques Brel. Parce que c'est pendant ce cours-là, pendant un cours à la Chambre de commerce, que j'ai appris la mort de Jacques Brel, que j'adorais beaucoup. Et donc, c'est mon repère. Et donc, il me dit, écoute, je dois rencontrer Paul Dijoux, qui est secrétaire d'État au Dom-Tom, pour faire de l'exploration pour l'exportation de bois guyanais en France, pour concurrencer le bois canadien, parce que le bois canadien était un des premiers exportateurs vers l'Europe de bois. Et en France, on a les chênes, on a tout ça, bien sûr. On exploite beaucoup avec l'Allemagne. Et il dit, on aimerait bien ouvrir la concurrence. Et il dit, j'aimerais bien que tu ailles à ma place, là-bas, et que tu puisses avoir une formation sur, d'abord, les maladies des bois tropicaux, savoir ceux qui sont exploitables ou pas, et puis le traitement des arbres, les scieurs, les exportateurs, et puis tu vas travailler avec Monsieur Tête, c'était le nom de mon patron de là-bas, Monsieur Tête, qui est un ancien du Vietnam, d'Indochine. Et tu verras, il est très sympa, il va te former, tout ça. Donc il voulait que je fasse un métier, quoi, en fait. Et je pars là-bas, je m'achète une arme. J'aimais déjà les armes, parce que je faisais de la chasse avec mon père à une époque. Je m'achète une arme, et à l'époque, c'était facile de transporter une arme dans une valise. Il n'y avait pas de contrôle dans les années 70, 80, début 80, c'était 79-80, je crois. Mais pourquoi tu t'achètes une arme, en fait? Parce que je partais en forêt. Et par sécurité, je me suis dit, j'ai envie d'acheter une arme pour être protégé. Donc j'achète une arme, je pars avec d'ailleurs. Je l'ai toujours ici d'ailleurs dans mes coffres. Et je pars donc avec Monsieur Tête, son équipe, et on partait à 5 h du matin, on allait chercher les Indiens à Saramacca, on partait en forêt toute la journée, entre Saint-Laurent-du-Maroni, Kourou, Cayenne, enfin toutes ces villes-là. On partait plusieurs jours. Et ça a été très dur. Ça a vraiment été très dur. Je suis resté 6 mois à peu près. Dur pourquoi? C'est la jungle? Ouais, c'est la jungle, le climat, l'humidité surtout. C'était pas vraiment un pays pour moi, quoi. Tu vois. Mais pour ceux qui aiment l'aventure, oui, parce que je partais quelquefois sur le fleuve Maroni. Comment ça s'appelle, sur des embarcations, on allait sur des villages, on faisait de l'exploration, quoi. Mais c'était passionnant, mais c'était très dur quand même, très dur. Puis moi, je suis pas épaisse, je veux dire, je suis pas tous les mecs qui étaient là-bas, c'était des costauds, les Indiens, ils transportaient les scieuses sur la tête, il fallait tronçonneuses sur la tête, ils avaient leurs arcs et leurs flèches pour bouffer le midi. Ils prenaient, hop, ils tuaient par exemple un paresseux, tu vois, et puis ils se le bouffaient le jour même, quoi. Tu vois, sans compter les araignées, sans compter les serpents, enfin je t'en passe, c'est des meilleurs, les caïmans. Caïmans très bon d'ailleurs, très bon le caïman, excellent. Ça a l'aspect de poulet et ça a le goût de langouste. D'accord. Tu vois, c'est de la viande blanche, mais ça avec une sauce piquante, c'est une merveille, quoi. Et donc tu reviens en France, alors qu'est-ce que tu fais? Je reviens en France et là, je décide de quitter le milieu familial. Mon père était assez riche, enfin riche, il n'était pas riche, il était aisé. Et je lui pique un chèque, j'imite sa signature et je pars m'inscrire dans une agence à Paris pour être pilote d'avion, parce que je voulais être pilote d'avion taxi, c'était mon truc à l'époque, pilote d'avion taxi, et donc je pars, je fais un chèque de 10 000 francs de l'époque, une grosse somme pour l'époque, et je pars chez Claire Walters Academy à Los Angeles, à Santa Monica pour être précis, et je commence mes formations de pilote. Et j'ai ma licence au bout de 3 mois à peu près, et j'envoie un courrier à mon père et je lui dis voilà, il avait rien vu, les 10 000 francs, il les a jamais vus, il s'en a même pas aperçu, pour te dire. Je dis voilà, j'ai ma licence pilote privé, hélice pas variable, train rentrant,
catégorie de type monomoteur, et je voudrais passer bimoteur professionnel. Et je lui dis, est-ce que tu peux m'aider financièrement? Ce qui était gonflé de ta part après avoir Oui, piqué oui, 10 000 mais francs. comme je n'avais pas eu de retour, je me suis dit au courant de rien, tu vois. Et donc, c'est pas facile à croire, mais c'est vrai, hein, il ne s'en est vraiment pas aperçu. Hein. C'est que ça devait pas être grand-chose C'est pour moi lui. je l'ai dit à ma mère bien des années plus tard. Je lui ai expliqué comment j'étais parti. Hein. Elle me dit, écoute, ton père s'est aperçu de rien. Bon. Enfin bref, donc je commence comme pilote mes entraînements sur des Beechcraft ou des Cessna 310 bimoteurs, des vols de nuit, tout ça. J'étais pas mauvaise dans ce domaine, même si j'étais nul en maths et machin et tout. J'avais une certaine cohérence, tu sais, sur la technologie. Et en plein milieu de formation, mon père m'envoie un courrier, il m'a dit non, c'est trop cher, c'est vrai que c'était pas donné, hein. Déjà à l'époque, hein. C'est trop cher, je peux pas te suivre pour te payer ta licence. Mais lui, il voulait surtout qu'on travaille dans son usine, hein, toute ma famille, c'est le truc patriarcal, tu sais. Enfin bref, il m'a coupé l'arbre sur le pied. Il avait envie de garder ses enfants auprès de lui. Ouais. Puis il était en guerre avec son frère qui travaillait avec lui aussi. Enfin, c'était une histoire de famille un peu pénible. Et du coup, je suis rentré en France. Je suis rentré en France avec une licence que j'ai fait valider à Orly, une licence privée. Donc du coup, pour continuer à me faire des heures de vol, j'allais à comment ça s'appelle, en banlieue parisienne, il y a un petit aéroport, j'ai plus le nom en tête, pas à Toussus, un autre. À Logne. 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 J'allais à Logne et je faisais des transferts de gens que je connaissais. Je faisais Paris-Lille, aller-retour, mais sans déclarer. C'est-à-dire que les gens payaient mon carburant. Moi, ça me faisait faire des heures sur mon carnet de vol. Ça me permettait de continuer à entretenir ma licence parce que c'est pas comme une voiture, hein, ta licence, si tu voles plus pendant un certain temps, il faut que tu fasses ce qu'on appelle une qualification de type. Donc, tu repasses avec un instructeur, voir si tu as gardé tous les principes de sécurité et de vol. Donc je faisais ça. Je m'amusais à faire des allers-retours. Je peux te dire que l'autoroute 1, vue d'avion, je la connais par cœur. Et donc j'allais jusqu'à l'aéroport de Léquin. Et puis je faisais ça 2-3 fois par semaine, quoi. Puis après ça s'est tari. Après les gens, c'est un petit peu comme la pyramide de machin. Tu commences à aider beaucoup de gens et puis après ça s'amenuise. Ça s'amenuise. Donc du coup, après j'ai dû arrêter. Et puis avec toujours l'espoir de recommencer, de reprendre. Et puis avec le temps, j'ai fini par abandonner, quoi. D'accord. Et alors qu'est-ce que tu fais après ça? Alors après, chauffeur grande remise. Chauffeur? Grande remise. Alors chauffeur grande remise, c'est un nom que pas beaucoup de gens connaissent. C'est en fait chauffeur de maître, mais pour les entreprises ou pour les grands hôtels. C'est-à-dire qu'on te donne une Mercedes, moi j'avais une Mercedes 500, on te donne une Mercedes et tu as des clients pour des salons, pour des... Maintenant on appelle ça des... Comment on appelle ça les... Quand tu réserves une voiture personnelle, là... Les VLC? Oui, c'est ça, voilà. Oui. Maintenant c'est ça qui existe. D'accord. Alors que chauffeur de maître, c'est une fonction qui existait dans les années 80, encore. Hein. C'était bien d'ailleurs. J'ai passé des nuits avec ces gens-là. Pas sexuellement, je parle. Hein. Mais alors des nuits blanches, j'en ai passé un paquet, quoi. Tu vois, je les emmenais dans toutes les boîtes à cul qu'ils ne connaissaient pas, parce que c'était des Américains, des Anglais, des Australiens qui venaient, des hommes d'affaires, quoi. Et donc, moi qui connaissais très bien Paris, je savais où aller. S'ils cherchaient des filles, s'ils cherchaient des garçons, s'ils cherchaient des bars, s'ils cherchaient des grandes brasseries, je connaissais tout par cœur. D'accord. Donc j'ai fait ça pendant quelques temps aussi. Et alors tu fais quoi ensuite? Ensuite, Canal+. Alors,
J'allais envie de dire, comment tu fais à chaque fois pour changer de métier radicalement? Parce que c'est des métiers qui n'ont rien à voir, grosso modo. Quand un se tarit, quand il n'y a plus de travail, ou quand pour un problème pour un problème, comment dire, de mauvaise entente, par exemple, hein, avec l'entreprise, machin et tout. Mais souvent, moi, je travaillais, en fait, par intérim. D'accord. Tu vois. Et puis, chauffeur de grande remise, c'était par intérim. Hein. D'accord. Une Et boîte d'intérim classique Oui, intérim. Alors, non, en fait, mon patron passait, c'était une question de contrat. Pour m'embaucher, il ne voulait pas que ce soit dans sa société à lui. Il avait été voir une société d'intérim en proposant sa société pour des chauffeurs. Voilà. C'est un petit peu un détournement, si tu veux. Ok. Et donc, à un moment donné, j'ai arrêté parce que je crois que même lui a arrêté, je crois, il me semble. Je pense qu'il avait des problèmes, financiers pour entretenir ses véhicules. Et donc, du coup, ça s'est arrêté. Et entre-temps, tout en conduisant, enfin tout en faisant le métier, je tombe dans le journal sur une annonce pour Canal+. Ils cherchaient des télénégociateurs. Et à l'époque, j'avais un téléphone dans la voiture. Le téléphone portable n'existait pas. Mais moi, j'avais un téléphone dans la voiture. Je pense bien que j'en ai profité. Et fixe, hein, c'est pas du tout le portable. Téléphone, C'est vraiment le vrai téléphone dans la des voiture, voitures de luxe. de luxe, Voilà. clairement. Et puis, je vois l'annonce dans le journal. Je décroche le téléphone et j'appelle, parce qu'à l'époque, on pouvait être embauché par téléphone, c'est-à-dire qu'on pouvait prendre rendez-vous par téléphone. Maintenant, c'est tout informatisé. Et puis j'explique, je dis voilà, j'explique mon cas. Et la personne que j'ai au bout du fil, bah, écoutez, on fait une session de recrutement, telle date. Et alors attends, parce qu'avant Canal, non, attends, j'ai oublié un truc, avant Canal, il y a Robert Hossein. Ah ouais, explique-moi Robert Hossein. Oui, Robert Hossein, c'est quand j'ai travaillé pour les spectacles de Robert Hossein. Tu connais Robert Hossein? Oui. Spectacle, d'accord. Il faisait des gros spectacles. Un homme nommé Jésus, L'affaire du Courrier de Lyon, La liberté ou la mort, Jules César, tout ça, je les ai tous faits, tu vois. Et donc, il y avait eu à ce moment-là, toujours quand j'étais en voiture, parce que je gardais ça en alternance, un rendez-vous avec Robert Hossein en personne pour travailler sur le spectacle. Et moi, j'avais visé la fonction d'assistante, de mise en scène, tu vois. Et malheureusement, tout était pris dans ce domaine-là. J'avais un petit peu d'expérience, donc c'était un avantage pour moi, mais ça ne m'a pas servi. Il m'a dit, écoute, si tu veux, tu peux faire de la figuration et puis de faire des remplacements des petits rôles. Et éventuellement, tu peux faire aussi de la technique. Alors j'ai dit, écoutez, on va commencer par la figuration, parce que je ne connaissais pas trop, tu vois. Et j'ai très bien gagné ma vie comme ça. Et donc pendant 4 ans, j'ai fait plusieurs spectacles, gros spectacles, comment ça s'appelle, la Porte de Versailles, tu sais, et puis Porte Maillot. C'est là que j'ai rencontré plein d'artistes très connus. Formidables d'ailleurs, des gens qui sont morts maintenant, hein, c'est des grands acteurs, mais ils sont quasiment tous morts. Et c'est seulement après que j'ai travaillé pour Canal. J'ai quitté Robert Hossein. Un jour, je suis allé le voir, je dis Robert, vous savez, vous m'aviez promis qu'au prochain spectacle, vous me prendriez comme 3e assistante. Et là, il m'a dit un truc, parce qu'il m'avait fait le coup l'année précédente, il m'a dit un truc, il me dit, oh non, je peux pas, mais l'année prochaine, oui. Donc l'année suivante, je redemandais, il me dit, non, je peux pas cette année, mais l'année prochaine, oui. Et à un moment donné, j'ai arrêté, parce que j'ai compris un truc, et ça, je l'ai su par les assistants. Il me dit, tu sais, Robert Hossein, il ne prend que des gens, que les fils ou les filles d'artistes qui sont au chômage. Donc il y avait le fils de Claude Bolling, tu sais, le pianiste, celui qui fait les musiques de films, Claude Bolling. Il avait un fils qui s'appelle David, donc il avait pris David. Il y a eu le fils de Bernard Buffet, tu sais, le peintre, Bernard Buffet. Donc, il a pris le fils de Bernard Buffet. Et à chaque fois, il y avait quelqu'un de très connu qui prenait ma place. Ouais. Donc je me suis dit, bon, si ça continue comme ça, avoir tous ces fils de pute qui sont pleins de thunes, tu vois, ils ont des parents connus, il y a comme le fils Delon, par exemple, pour prendre un exemple, tu vois,
Ils n'ont pas besoin de ça. Moi, j'avais besoin de ce travail. Eux, ils n'en ont pas besoin. Encore maintenant, je suis toujours ami avec David Bowling, d'ailleurs, qui vit sur l'héritage de son père, la musique, choses comme ça. Donc, j'ai décidé d'arrêter, et puis j'avais été voir Robert Hossein. Et j'ai dit, j'arrête. Il me dit, d'accord, ok, je comprends. Et puis, je me retrouve un an de galère. Vraiment un an de galère. Alors, j'appelle Guylaine de Win. Guylaine de Win, c'était son attachée de presse. Attachée de presse, on avait un point commun toutes les deux, c'est qu'elle elle était amie avec François Fillon, qui était à l'époque secrétaire du député maire Joël Le Teul, qui était ministre, qui a même été ministre de l'Intérieur d'ailleurs. Et comme on avait un point commun, j'appelle Guylaine de Win, j'écoute Guylaine. J'ai besoin de rencontrer Robert parce que j'ai besoin de travailler. Alors elle me dit, bah, écoute, tu sais que Robert reçoit le mercredi matin, si tu veux, tu passes au bureau. Donc je passe au bureau le mercredi, et puis je rencontre Robert, et il me dit, alors, avec sa grosse voix, il fait, alors qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, Robert, je suis dans la merde. Je trouve pas de boulot, il faut que je bouffe, tout ça. Il me dit, ouais, je sais, c'est difficile, mais tu sais, il me dit, tous les postes sont pourvus. Je dis, oui, même, on servait encore les glaces chocolat, tu sais, dans les paniers, hein, comme au cinéma, tu sais. Hein. Serveuse, je sais pas, moi, balayeuse, je peux m'occuper des chiottes, mais j'étais jusque-là, hein. Je m'occupe de tout, si tu veux. Il me dit, écoute, non, je ne peux vraiment pas. Puis de toute façon, c'est géré par la SPPS, les producteurs. Alors, il me dit, bon, écoute, je vais t'arranger ça autrement. Et puis, on était tous les deux dans le bureau. Hein. Et à un moment donné, il fait, Guylaine, en gueulant comme ça, avec sa grosse voix, tu sais. Et elle, c'est son petit chien, tu vois. Elle est adorable, mais elle est tellement amoureuse de lui depuis toute sa carrière, puis très professionnelle. Elle dit, oui, Robert, oui, Robert. Alors, il dit à Guylaine, fais un chèque de 10 000 euros pour Dario Sec. Je te donne pas mon prénom. Hein. Et il m'amène un chèque, il signe un chèque devant moi, hein, un chèque de 10 000 francs. Pas 10 000 euros, hein, 10 000 francs. C'est pas du tout la même chose. Et là, je regarde le chèque, j'ai 10 000 francs, putain, ça me sauve complètement, quoi. Et j'étais embarrassé, je dis, Robert, je pourrais pas vous rembourser tout de suite. Hein. Il me dit, oh, fais pas chier, on verra ça plus tard. Alors, du coup, je suis reparti sauver des eaux, quoi. Tu vois, tout de suite mettre mon chèque, machin et tout. Et puis, au fond de moi, j'étais embêté parce que je dis, il faudra quand même que je lui redonne et tout. Sors mon livre. Je n'ai jamais tué quelqu'un qui ne le méritait pas. Et on faisait... Il sort à ce moment-là? Non, il sortait plusieurs années après. D'accord, ok. Beaucoup plus... Bien, ah oui, non, d'accord, ok. Bien, plusieurs années après, ton livre sort, oui, 15 ans après, à peu près, quoi. D'accord. Sors mon bouquin et je fais la promo au Fouquet's, au premier étage du Fouquet's. Et il y avait du monde, un truc de presse, machin et tout. Et il y avait une autre réception au-dessus encore. Et moi, par le plus grand des hasards, je regarde au coin des Champs-Élysées, tu sais, au niveau de la fenêtre, tu vois. Et qu'est-ce que je vois arriver? Je vois arriver Guylaine de Win, Robert Hossein, plein d'artistes qui rentrent. Je dis, ils viennent pas pour mon livre quand même. Je le saurais, tu vois. Mais j'étais contente quand même, tu vois. Donc, tiens, c'est bizarre, j'irai lui dire bonjour. Et effectivement, ils vont à l'étage du dessus, où ils faisaient une réception, je sais pas pourquoi, un spectacle ou un film ou un truc comme ça. Ah, et comme moi j'étais occupé avec les gens pour mon bouquin, je lui dis, tiens, je vais aller le voir. Et je monte le voir et tout, et il ne me connaissait pas en Christina. Ah, d'accord. Et ouais. Chose que j'avais oubliée. Enfin, j'avais pas oublié, mais j'ai pas fait attention. Si tu veux. Oui, dans C'était pas une priorité ouais. de... Ce que je voulais, c'était lui dire bonjour, et puis lui dire que je pensais à lui toujours pour ses 10 000 francs, tu vois.
Et je vois Guylaine et tout. Ah, elle me dit, comment tu vas et tout ça. Je dis, tu vois, j'ai changé et tout ça. Elle me dit, oui, j'ai su. Elle me dit, j'ai su. Elle me dit, viens voir Robert, il va être content de te voir. Je vais le voir. Il me regarde avec des gros yeux, il ne m'avait pas reconnu. Il me regarde avec des gros yeux et il me dit, ah ouais, avec sa grosse voix et tout ça. Et je dis, Robert, ça va, tout ça, on discute. J'étais un peu gêné, tu vois, pas impressionné parce que je connaissais déjà depuis longtemps. Donc, et j'écoutais, je présente mon livre là en dessous. Il me dit, ah, c'est bien ça. Et c'est quoi comme livre? Ben, je parle de mon mari, un gangster. Alors il me dit, ben, t'en as un? Ben, je dis, oui, j'en ai un, bien sûr. Il me dit, amène-le-moi. Alors, je signe. Attends, je signe, moi, qui ne suis rien. Tu vois, je suis rien du tout. Je suis pas une fourmi, quoi, tu vois. Pour Monsieur Robert Hossein, mon bouquin. Pour Robert, avec amitié, machin et tout. Chose qui est même pas imaginable pour le commun des mortels. T'imagines, toi, que Alain Delon te demande que tu lui signes un livre pour... Voilà, j'ai vécu ça, tu vois. Et Guylaine n'en avait pas. Moi, j'en avais plus. J'ai donné à Robert. Elle me dit, Guylaine, tu passes chez moi, je veux absolument en avoir un, tout ça. Ben, je dis, oui, bien sûr. Donc, je suis passé quelques jours plus tard. La voir, elle était du côté pas de Saint-Cloud, enfin, pas très, très loin. Et donc, je lui ai donné un livre. Et puis, après ça... donc, le passage de Robert, j'ai quitté Robert, le fameux chèque, le livre ensuite que je signe quelques années plus tard. Et j'ai commencé à Canal après Robert en 90. D'accord. On venait de terminer en 89 dans la nuit la liberté ou la mort sur la Révolution française. Et j'ai commencé à Canal, donc j'avais appelé donc, ce fameux journal, l'annonce, et j'ai commencé donc comme télé commerciale là, sur les fameux premiers décodeurs Canal, tu sais, où il y avait des codes, tu te rappelles ? On envoyait les codes. Ouais. Bon. Enfin, on n'a jamais eu Canal Plus à la maison. Ah d'accord, bref. Et moi je m'occupais par téléphone, avec un ordinateur, de répondre aux clients pour les abonnements, les désabonnements, les codes, les machins. C'était mon boulot, quoi. Et après, j'ai gravi les échelons à l'intérieur de Canal. Je travaillais pour différents services, dont les programmes courts, qui étaient assez génial, les programmes courts, la direction des programmes, la production avec Marie Toublanc, jusqu'en 2000. En 2000, j'avais mon accident de moto, très grave, donc j'ai arrêté pendant 6 mois. J'ai repris Canal jusqu'en 2003. J'ai quitté Canal parce qu'avec Christine Kelly, tu connais Christine Kelly sur CNews? Non, ça me dit Canal+, la journaliste. Je regarde plus la télé. Annette Gerlache, ça te dit quelque chose, Annette Gerlache sur Arte? Non, ça me dit rien. Elle travaillait avec... C'est peut-être des gens dont je reconnaîtrais le visage, mais ça fait 15 ans que je n'ai pas regardé la télé. Ouais. Quoi. Et donc, comme j'étais délégué syndical à Canal, j'ai travaillé avec elle et beaucoup d'autres journalistes comme Arditi, le frère de l'acteur, Patrice Arditi, sur le harcèlement au travail. Et on a gagné. Le dossier est là, d'ailleurs, il est juste au-dessus. Et on a gagné contre Martine Moléon, qui était directrice de la chaîne Demain, la chaîne de l'emploi, qui était une filiale de Canal, et qui était assez exécrable avec le personnel. Et on a gagné contre elle, grâce à Christine Kelly, grâce à mon syndicat, grâce à plein de gens très connus. Et on m'a reproché plus tard, quelques années plus tard, gens qui sont toujours à Canal, on m'a reproché la mort de Martine Moléon, parce qu'en fait, elle avait un cancer. Et par ma procédure, qui a fait qu'elle a été virée par la direction générale de Canal, que par ma procédure, son cancer se serait aggravé. Voilà. On m'a toujours reproché ça. Bon, ce qui est faux. Évidemment. De toute façon. Donc voilà, donc c'est ça. Voilà, encore un parcours, tu vois, jusqu'à... alors je suis devenue productrice après Canal. J'ai connu Jean-Claude Dreyfus. Je suis devenue productrice de spectacles. J'ai produit Jean-Claude Dreyfus. J'ai produit les Sister Queen, qui était un groupe de transgenres avec Tonia,
qui avait le Stonewall, une boîte de nuit à Paris qui s'appelait le Stonewall, en hommage au Stonewall américain. Je ne sais pas si tu as connu le fameux Stonewall américain de San Francisco, Non, qui était un haut lieu du milieu gay et transgenre, qui avait été attaqué par la police, où ça avait fait un scandale, une révolution extraordinaire dans les années 70. Ah si, ça me parle, mais j'avais pas retenu le nom. Voilà, Oui, c'est oui, le Stonewall. oui, d'accord. Ok. Elle tenait le Stonewall en hommage à la lutte gay, trans. Et on a fait des fêtes extraordinaires là-dedans. J'ai sucé, attends, je vais te dire, un jour, elle m'a fait un coup foireux. Elle me dit, elle était au bar, c'était magnifique, hein, elle était au bar, et puis elle me dit, Christina, au lieu de faire la conne sur les tables, là, je te parie une bouteille de champagne, que tu ne suces pas les 12 pompiers qui sont là à la table, qui venaient d'arriver, qui venaient faire la fête et tout. Je dis, ah bon, tu crois ça? Je dis, non seulement tu me donnes une bouteille de champagne, mais c'est open bar pour moi jusqu'à la fin de la soirée. Et j'ai sucé les 12. Ça a été rapide. Hein. Le principe, c'était de les sucer, pas d'aller jusqu'au bout. Pas d'aller jusqu'au bout, Hein? oui. Et les mecs, ils sont tous alignés. Tu vois. Alors évidemment, tout le monde regardait, forcément. Et j'ai sucé les 12 mecs. Et j'ai gagné mon pari. Un peu mal à la mâchoire après, mais bon, c'est autre chose. Et donc, ça c'est ton parcours, et notamment, tu en arrives, je ne sais pas forcément à quel moment, à rencontrer ton mari. Ouais, Montmartre, pareil. Montmartre, ouais. Il m'a dragué dans la rue, il m'a proposé un café, j'ai pas dit non. Et puis on s'est connus comme ça en fait. D'accord. Et il se trouve que tu découvres après coup qu'il fait partie du grand banditisme. Plus tard, parce qu'il est très vantard, hein. Il aime bien, comme il a fait près de 20 ans de prison pour des braquages, meurtres, tout ça. Il avait déjà fait à ce moment-là. Oui, il est sorti de prison en 95. D'accord. Et tu le rencontres en... Je le rencontre en 2000. Oui, donc il avait déjà fini... Oui, il était déjà sorti, de prison depuis un moment déjà. Hein, donc, et puis, ça n'a pas été l'idylle, parce que j'avais besoin d'un homme, en fait. J'avais besoin de quelqu'un qui soit disponible. Parce que moi, tous les hommes que je connais, 99%, sont tous des hommes mariés. Ce ne sont pas des hommes libres. Moi, je suis libre, oui. Ouais. Mais eux ne sont pas libres. Ouais. Lui était libre. Donc, du coup, je suis resté avec. Et à l'époque, j'étais encore avec Jean-Claude Dreyfus, mais on devait se quitter, Jean-Claude et moi, parce que Jean-Claude avait l'intention de vendre son appartement à Pigalle, à Blanche. Et moi, j'avais déjà celui-ci, que je laissais à ma sœur. Et quand il a quitté Blanche pour aller ailleurs, moi, j'ai dû déménager aussi. D'accord. Tu vois. Mais du coup, je suis resté avec Jean-Pierre. Et puis, on est resté très amis avec Jean-Claude, hein, parce qu'on se téléphone de temps en temps pour les Noël, Nouvel An, trucs comme ça. Et puis, on est toujours amis. D'ailleurs, c'est lui, dans quand tu liras le sujet, dans Mauvais Genre, ouais. Au départ, la journaliste explique, elle dit, c'est Jean-Claude Dreyfus qui m'a dit, allez voir ma femme, c'est une vraie Mauvais Genre. C'est comme ça que ça s'est fait d'ailleurs. Et puis après, j'ai eu quelques aventures avec pas mal de gens. Ça n'a aucune importance, mais bon, Bruno Mazur, Philippe Corti, enfin tous ces gens-là, quoi, que j'ai rencontrés dans mes fameuses soirées de comment ça s'appelle, la MDT. Je ne sais pas si tu as connu la MDT. Non. La MDT, c'est la Maison des Trans. C'était un bar qui était rue des Dames, tout près de la place de Clichy. Et tous les mercredis soirs et tous les vendredis soirs, tout le monde interlope de Paris se réunissait là, travestis, transgenres, gays, hétéros, enfin tout ce qui était possible, imaginable de recevoir. Et au rez-de-chaussée, c'était le bar où les gens faisaient connaissance. En arrière-salle, il y avait une salle pour les garçons qui voulaient se travestir. Et au sous-sol, tu avais encore un bar avec des lits à baldaquin, où tout le monde pouvait s'envoyer en l'air, tu vois. Et donc tout se passait là.
Et donc, c'était, Jean-Claude venait souvent. Moi, je faisais quelquefois du dance floor, des trucs comme ça, quoi, tu vois. D'accord. Et un jour, j'ai fait une méga fête pour faire croire aux gens que je m'étais fait opérer. Et alors, j'avais mis un godemiché dans un vase fermé par le haut avec un liquide gras, genre, tu sais, les liquides pour garder les organes, là, comment on appelle ça, là, du produit, là, tu sais, pour garder les organes. Oui, enfin, je ne sais pas le nom, mais oui, je vois à peu près de quoi tu parles. Oui. Et j'avais chapeauté d'un tissu en velours rouge, hein, et j'avais ameuté toute la salle en disant, voilà, je vous annonce que je me suis fait opérer, que j'ai une chatte maintenant. Ah, tout le monde était content. Et puis, mais je l'ai gardé pour vous. Et je soulève le truc et on voit ce godemiché à l'intérieur. Dans mon sac, bien sûr. Évidemment, tout le monde s'est fait avoir parce qu'il s'imaginait que j'avais vraiment mis ça dans le formol. Voilà, c'est ça. Formol, ouais. Formol. Pensait que j'avais mis ça dans le formol, tu vois. Et moi, je m'étais arrangé pour avoir un truc bien... genre de soirée de délire qu'on faisait. Ouais. Puis j'ai fait un peu de cabaret dans des... comment ça s'appelle enfin, de cabaret. Quelques petits spectacles de transformistes aussi, tu vois. À l'Amazonial, au Banana Café, enfin, tous ces endroits-là. Tu vois, Stonewall, enfin bon. D'accord. Moi, le monde de la nuit n'est pas un monde dont je suis coutumier, c'est pas un monde que oui, je connais mais bien. Oui, mais moi je te raconte simplement oui, c'est intéressant. On n'est pas obligé non plus de connaître le monde de la nuit, hein, tu vois. Et pour la question aussi, comment te vient l'idée et pourquoi tu écris ce livre? En fait, t'en as écrit un livre? J'ai pas écrit plein de livres, hein. Non, j'ai pas écrit plein de livres. Bah oui, j'ai eu le prix des Octaviennes. Le prix des Octaviennes, c'est le prix littéraire de poésie transgenre, hein, qui s'appelle des prix des Octaviennes. J'ai eu le premier prix. D'accord, donc tu n'as pas écrit que le livre qui est le témoignage le livre sur Jean-Pierre, c'est le seul qui existe. D'accord. Tu vois, il y a eu d'autres livres sur moi, mais dont je fais partie avec d'autres personnes, comme par exemple Mauvais genre, ou le livre sur les gens de Montmartre. Tu as participé, mais tu ne as pas forcément écrit. Voilà, uniquement participé, quoi. D'accord. Tu vois. Alors justement, c'est pas une vocation pour toi l'écriture. Alors comment ça se fait que tu te mets à écrire son histoire? En fait, voilà, j'étais avec Pascal Petiot, mon éditeur, et j'étais à cette époque-là j'étais descendu avec Jean-Claude Dreyfus, donc dans sa maison qu'il avait achetée dans l'Hérault, un chai viticole, c'est magnifique, hein, avec piscine, tout ça et tout. Il avait tout fait lui-même. Et je descends voir Jean-Claude, et par le plus grand des hasards, Pascal Petiot vient faire un sujet avec des mannequins sur un type qui était arrêté par la police d'ailleurs, un mec milliardaire mais qui avait fait des escroqueries. Et donc il était venu pour faire des photos de ces mannequins au bord de la piscine de chez Jean-Claude. Et donc je fais la connaissance de Pascal Petiot. Et puis on sympathise. Et puis Jean-Claude dit à Pascal, il dit tiens, tu devrais lui parler de ton mari. Et donc je lui en parle. Et je dis bah oui, il a fait de la prison, il a fait des braquages, des choses comme ça. Et Pascal Petiot, c'est sa motivation. Tu sais, les gens un peu spéciaux, un peu hors normes, un petit peu comme... C'était sa ligne éditoriale. Voilà. C'est-à-dire quand tu vois les éditions de Pascal Petiot, j'ai par exemple, comment s'appelle l'acteur porno italien, là, comment il s'appelle? Rocco Siffredi. Son éditeur, c'est aussi Pascal Petiot. D'accord. Donc c'est un point commun intéressant. Et donc on discute. Et puis à un moment donné, je dis à Pascal, puis je dis, tu sais, un jour j'ai eu peur. Jean-Pierre, il est rentré, il était bourré. Il était 3h du matin. J'étais dans mon lit, je vois la lumière, je vois les yeux de Jean-Pierre éclater et tout ça. J'ai eu très peur, quoi, vraiment très peur. Je pensais qu'il allait me tuer, quoi, alors que pas du tout. Hein, je veux dire, c'était. Et c'est là que Jean-Pierre me dit « Ne t'inquiète pas, je n'ai jamais tué quelqu'un qui ne le méritait pas. » Donc j'explique ça à Pascal Petiot. Je dis « Voilà ce qu'il m'a dit ce jour-là, quand il est rentré bourré de sa soirée, machin et tout. » Il me dit « On a le titre. » On a le titre. Je dis « D'accord. »
Il me dit, on se voit à Paris, dès qu'on rentre, tu viens me voir à ma maison d'édition, là, du près de Jussieu, là, dans le 5e. Et puis je vais le voir, on discute et, du projet, et je signe un protocole d'accord. D'accord. J'avais 6 mois pour l'écrire. Donc on a été voir les juges, les avocats, les flics, les commissaires, tous ceux qui avaient connu Jean-Pierre avec leurs expériences, Et ça l'a pas dérangé, leur Jean-Pierre, témoignage. sur ça. Comment? Ça l'a pas dérangé ton mari que t'écrives un bouquin sur lui. Lui, il était aux anges. Ouais, en même temps, tu disais qu'il aimait bien. Il Il y a des gens qui aiment se mettre en adore avant. parler ouais. de lui. Tu m'étonnes. Bien sûr, bien sûr. Ok, Il adore ok. parler de lui. Donc, du coup, bah, ça s'est passé comme ça, quoi. D'accord. Ça s'est passé, c'est du hasard. C'est Ok. pur hasard. Et alors aujourd'hui, Puis il y a eu pour mon en arri- mariage aussi. il y a eu. Le mariage. Explique-moi. Et oui, je me suis marié à Montmartre. On a fait un vrai faux mariage. D'ailleurs, c'est avant le bouquin, parce qu'il y a les photos du bouquin, il y a les photos dans le bouquin. Tu l'as pas acheté le bouquin? Ah non, je l'ai pas. Enfin, le problème, c'est que Je vais essayer de te l'avoir. Tu le trouves sur Amazon. je n'ai jamais tué oui, quelqu'un, non, oui. ouais. Je l'ai vu, mais en fait, Ouais. le problème, c'est que j'ai pas le temps de lire en ce moment. Non, mais c'est une je folie. te le dis quoi. ça Ouais. simplement comme ça. Donc, il y a eu le mariage qui s'est fait par hasard. Et là, Tu t'es marié par hasard. non. Enfin, l'organisation s'est faite par hasard. D'accord. Voilà. Il y avait beaucoup de gens connus, d'artistes connus à Montmartre que je connaissais, et dont Jean-Pierre Jeunet, Oui, réalisateur, le réalisateur. Ouais. qui a fait un sujet sur moi par hasard sur France Inter, en disant qu'il connaissait une transgenre qui était mariée avec un voyou. Elle était pilote d'avion turboréacteur. Il était rentré dans un délire. Et je le vois quelques jours plus tard, je vois Jean-Pierre Jeunet, je dis, Jean-Pierre, qu'est-ce que tu as raconté à la radio? Il me dit, j'avais envie de me défouler, quoi. C'était une idée de film, en parlant de moi et de Jean-Pierre, quoi. Enfin bref, j'en étais où? Tu faisais le mariage. Tu t'es Donc marié le à mariage, Montmartre. donc c'est fait, et c'est fait comme ça, et du coup on s'est retrouvé avec une organisation qui s'est fait à l'arrache pendant 2-3 mois. Là, j'étais voir le curé de Montmartre quand il a compris qui j'étais. Je ne pouvais pas me marier, forcément. D'où l'envie de faire un vrai faux mariage comme Coluche et le Luron. Oui. Donc on a fait un mariage comme ça. Et du coup, tout Montmartre s'est joint au projet. Et un dimanche matin, place Blanche à côté du Moulin Rouge, j'étais en robe de mariée, je m'étais habillé chez Galabru, c'est au théâtre Galabru. J'avais ma maquilleuse, tout ça. Jean-Pierre, il s'habillait avec une chemise hawaïenne. J'avais comme témoin Jean-Claude Dreyfus. Et Jean-Pierre avait comme témoin Didier Bourdon, des Inconnus. D'accord. Parce qu'il travaille toujours avec les Inconnus, Jean-Pierre. Il fait des films avec lui. Et donc, c'était mes témoins. Et on a eu une partie dans la centaine de gens qui ont été à la procession jusqu'en haut du Sacré-Cœur. Attention, on est monté à pied avec une Rolls-Royce et une Moke, tu vois, la Rolls qui est tombée en panne, enfin bon. Plus le tourisme, les touristes qui s'accompagnaient avec nous, tu vois. Les pochetrons, les putes, enfin bref, on a eu des sportifs de l'équipe de France de football. On a eu des mannequins, on a eu des acteurs et des chanteurs, on a eu beaucoup de flics qui avaient connu Jean-Pierre. Moi, quelques copines trans et quelques filles du bois qui sont venues m'accompagner. Et puis voilà, quoi. Donc ça a été de la folie. M6 était là et Canal aussi. Ils ont fait un sujet là-dessus. Une petite interview avec le passage, machin et tout. C'est comme ça qu'on s'est mariés. Donc un vrai faux mariage qui commence comme ça dans le livre. Je n'ai jamais tué quelqu'un qui ne le méritait pas. D'accord. Tu vois, ça démarre comme ça. Et après, je parle de la carrière de Jean-Pierre, petit, jusqu'à la fin de la prison. D'accord. Là, on arrive un petit peu vers la fin de l'interview, parce qu'il faut bien finir un jour. Mais il y a une chose. Là, on arrive à ma mort, hein, c'est ça? Non, non, il y a une chose qui m'a surtout, une des choses qui m'a étonné, c'est que tu m'as dit que
après toute cette carrière-là, j'ai envie de dire, multicarrière, que tu travaillais comme instructeur de tir avec la police. Alors je me dis, mais ça sort d'où ça encore? Alors, moi, le tir, je connais depuis très jeune, puisque j'allais à la chasse avec mon père. Donc les armes, ça me connaît depuis toujours. J'ai toujours pratiqué, plus ou moins, mais pas dans les centres sportifs, chez moi, à la campagne. J'ai toujours été fasciné par les armes. Parce que c'est phallique, tout simplement. Non, mais comme ça, moi, c'est clair. Hein. C'est parce que, après, je connais la musique. Dis-le comme tu as envie. Hein, parce que c'est phallique, et puis j'adore ça. J'ai beaucoup d'armes chez moi, déclarées, bien sûr, hein, puisque j'ai mes autorisations de la préfecture de Paris pour être détentrice d'armes de catégorie B, donc armes de guerre comme armes de poing. Et je suis inscrite à un centre de tir à Paris, où je pratique régulièrement. Et à une époque, la direction du centre de tir m'a proposé d'être commissaire au contrôle et à la sécurité. Alors c'est un titre un peu bateau, un peu rond, un peu rigolo de dire commissaire au contrôle, mais c'était le statut que j'avais quand j'ai il y a quelques années à cette armurerie-là. Et donc le fait de ne pas être mauvaise de ce côté-là, pour une fois, surtout aux armes d'épaule, là je suis excellente, m'a fait rencontrer beaucoup de gens. Et donc, un jour, je rencontre des policiers, des policiers en civil, mais c'est pas marqué sur leur front. Hein. On a sympathisé après un tir, on s'est même côtoyé de manière intime, pour certains d'entre eux. Et c'est là qu'est venue l'idée d'un commandant de faire, et un brigadier chef, de faire une sorte d'association, de groupe interpolice, pour pouvoir faire des exercices de tir plus réguliers que ne l'exige le ministère de l'Intérieur pour son personnel. Il faut savoir que beaucoup de gens ne tirent pas dans la police, très peu. L'arme qu'a la police sur soi est un simple matériel de travail. C'est pas la première chose qu'on a quand on est flic. Quand on est flic, on fait des enquêtes, certains ont fait des études, d'autres ont des diplômes, se spécialisent dans certaines choses, que ce soit informatique, et puis il y a les bacs, il y a les services spécialisés. Mais personne ne tire avec une arme. C'est un accessoire. C'est un simple accessoire, comme un uniforme. Oui. C'est tout. Les gens s'imaginent que quand... Ça fait joli, quoi, grosso modo. Voilà, c'est joli, quoi. Mais ils s'en servent pas. D'accord. Ils ont très peu d'expérience de tir, à part, bien entendu, le RAID, le GIGN, la BRI. Non, mais que la BAC n'ait pas d'expérience du tir, c'est un peu... Enfin, ou pas OAC, c'est quand même étonnant. La brigade anti-crime est chargée de faire les flagrants délits. Les vols, les attouchements... c'est précisément dans ce genre de situation qu'on imagine que ça peut dégénérer, quoi. Oui, mais tous les flics qui sont armés ont des fonctions qui n'ont pas de rapport avec leur arme. Ouais. Donc, la scientifique. Oui, la scientifique, voilà. C'est un peu... la scientifique, quand tu les vois en opération sur un lieu sensible, ils arrivent pour prendre les relevés, ils ont une arme. Ouais. Il y a longtemps qu'il y a eu mort d'homme, forcément. Tu vois. Donc c'est avec ces gens-là qu'on les incite à venir s'entraîner. S'ils le veulent, s'ils le désirent. Hein, parce que il y a moi je connais des flics, même des motards de la police nationale. Un jour je discutais avec un motard de la police nationale, il me disait moi j'aime pas les armes. Ouais. J'ai une arme parce que c'est mon accessoire de travail. Mais moi mon travail c'est faire respecter la loi sur la route et pas prendre mon arme pour tirer. Alors que maintenant la situation politique et sociale est tellement tendue que maintenant ils sont presque obligés de s'en servir. Donc voilà, donc du coup, on fait de la formation. Juste par curiosité, on tire où à Paris? Alors, moi je tire là, ici, là à côté, là où... je ne donne pas l'adresse.
Oui, non, peu importe, mais c'est souterrain, d'accord. Ok. Oui, oui, oui. Oui, d'accord, ok, oui, parce que je me dis, mais oui. Je tire ici à Paris. Alors, il y a plusieurs centres, hein. Il y a à l'Étoile. Là, c'est réservé qu'à la police uniquement. Il n'y a pas de civil. Il faut être parrainé. Il y en a un autre, Porte d'Auteuil, si je ne me trompe pas. Il y a Vissou, il y a Villeneuve-Saint-Georges. Il y a beaucoup de centres. Mais le seul parisien, Paris-Centre, c'est le mien, celui qui est ici. Ouais. Et puis celui de l'Étoile. En sous-sol, d'accord, ok. Ok. J'avais prévu un certain nombre de questions, mais auxquelles tu as déjà répondu, parce que par exemple, je voulais te demander si tu avais des enfants. Ouais, j'ai 2 garçons, avec 2 femmes différentes. Alors, j'ai jamais été marié, hein. Ouais. Jamais. C'est toujours incompréhensible pour beaucoup de gens. Ça peut paraître compliqué à comprendre, effectivement. Ouais, Ouais. alors que pour moi, c'est très très simple. La première chose, c'est que elles ont croisé mon chemin, toutes les deux. La première, c'était en 79, 79-80, à l'époque des États-Unis, puisque je l'ai surtout connue aux États-Unis. Elle est toujours d'ailleurs, hein, elle était magnifique, une brune, cheveux très noirs, des yeux très très bleus, très fines, très très bien. On a le même physique toutes les deux, l'autre maman aussi, on a le même physique. D'ailleurs, on s'échange des fringues entre nous, pour te dire. Hein. Donc, elles étaient l'incarnation même de la féminité. Elles étaient ce que moi je voulais être. Et en plus, je voulais une descendance. Je ne voulais pas adopter, je ne voulais pas me retrouver seul un jour, je ne voulais pas de tout ça, mais je ne voulais surtout pas me marier non plus et pas vivre avec. Donc, c'est comme ça que j'ai eu des relations sexuelles, amoureuses d'ailleurs, hein, amoureuses, mais pas passionnées. Faut voir, tu vois la différence, hein, c'est un petit peu comme les gens qui sont bisexuels. Moi, je ne suis pas bisexuel du tout, mais elles étaient vraiment... C'est ce que j'ai expliqué à un psychiatre un jour, mais en amical, hein, en amitié. Et je lui ai dit, tu sais, moi, j'aurais fait l'amour comme si je faisais l'amour à moi-même, c'est-à-dire comme si j'étais à leur place. Tu vois, tellement elles étaient belles, tellement elles étaient l'incarnation même de ce que je voulais être. Et ça a été la même chose. Alors, j'ai eu un garçon, Mathieu, là, avec elle. Après, elle s'est mariée, elle a eu d'autres enfants avec son mari, qui est un notaire italien. Et la seconde, bien des années plus tard, elle, tu vois, Sophie Marceau. Oui. Bon, considérons que c'est son sosie, hein, pour te donner une image. Hein. Elle, pareil, elle a le même physique que moi. Cette chemise, d'ailleurs, lui appartient à Delphine. Et toutes les trois, alors la première, elle vit dans le sud, elle est à Cannes, hein, elle vit, enfin, au Cap d'Antibes, avec son mari et ses enfants. La seconde vit ici en banlieue. Mon fils travaille à Paris. On se voit souvent, on déjeune ensemble. Je vous ai mis une photo il n'y a pas longtemps avec mon fils et puis elle. Et on fait des sorties. Elles m'ont connu dans mes pérégrinations de spectacles, de soirées, etc., etc. Et on s'entend très bien. On s'entend très bien. J'ai vraiment une chance énorme d'avoir eu des parents, enfin ma mère surtout, d'avoir eu des frères et sœurs, d'avoir eu des amis, des cousins, des cousines, qui... Oui, c'est Christina, comme tu es, quoi, en fait. Christina, c'est tout. Ouais. Le reste, on s'en fout, quoi. Tu vois. Je les ai emmenés dans des soirées pas possibles. Ils ont adoré, quoi. Tu vois. Où je me suis produite, tu vois. Donc, voilà, de temps en temps, on s'envoie des trucs. Là, on devait se voir normalement demain, mais on ne se verra pas. J'ai pas le temps demain, puis j'ai pas de voiture. Là, je les vois pour l'anniversaire parce que je suis aussi grand-mère. Je suis grand-mère d'une petite fille qui va avoir 1 an le 27 janvier. Et je suis grand-mère d'un petit garçon qui s'appelle Louis, qui lui est dans le sud, à Cannes. D'accord. Donc tu vois, tout ça, ça fait partie de mon parcours, mais de manière qui est très lisse, en fait. Elle n'est pas chaotique. Oui.
T'as fait plein de choses, mais c'était pas... En t'as fait, eu une vie heureuse, quoi. C'est ce que tu disais au début. Non, pas heureuse, parce que... Tu disais que tu étais heureuse, en tout cas aujourd'hui. Oui, je suis très heureuse aujourd'hui, mais je suis heureuse d'avoir réussi quelque chose. C'est-à-dire d'avoir gardé tous les gens que j'aime autour de moi en étant ce que je voulais être. Il n'y a pas eu d'accro, en fait. Il n'y a pas eu de... Par rapport à d'autres parcours, c'est clair que tu as eu de la chance pour ce que j'ai pu connaître. Énormément. Mais si tu savais le nombre de cas où c'est le suicide, où c'est l'abandon, où c'est le enfin, je sais pas. Honnêtement, sans prétention, je pense être unique. Dans mon domaine, je parle. Hein. Dans mon domaine social, je veux dire, et familial. Je pense être unique parce que toutes celles que je connais ont plus ou moins été rejetées, ou plus ou moins été abandonnées, ou jugées, ce qui est encore pire, le jugement, c'est ce qu'il y a de pire, ou jugées, alors que moi, j'ai une philosophie, c'est que j'ai rien à défendre et j'ai rien à perdre. Donc je peux me permettre ce que je veux. Tu vois, Bruno, mon chef de groupe, me dit tu vas te faire interviewer sur ta carrière de prostitution, machin et tout, ça ne nous arrange pas. Et je dis attends Bruno, c'est ma vie, je veux dire, c'est pas parce que je travaille avec la police. Voilà. En plus, ils savent tous qui je suis. Ils le savent, donc ça n'est pas un secret, tu vois. Je suis leur mascotte. On me l'a encore dit la semaine dernière. Il dit tu nous portes bonheur, tu es notre mascotte. Ben, je dis oui, donc je fais quand même ce que je veux. Si j'ai envie de faire cette interview, je le fais, mais je ne cite personne, de toute façon. S'ils tombent dessus, ils voient Christina, secrétaire du groupe police de tir sportif sur Internet, ça va pas les... On s'en fout. On s'inquiète toujours d'eux. Ce qui les inquiète, c'est mon parcours de prostitution. Parce qu'il y a quand même dans leur service un service spécialisé pour ça, tu vois. Donc ça les inquiète psychologiquement. Mais on s'en tape. On s'en fout, tu vois. Donc si je m'en foutais pas, je ne serais pas là aujourd'hui, tu vois. Donc... D'accord. Eh bien, la dernière question que j'ai à te poser, c'est est-ce que tu veux rajouter autre chose à tout ce que tu as dit ? Vas-y. Non, c'est est-ce que toi, tu veux rajouter autre chose à tout ce que tu as déjà dit ? Ouais. Juste pour conclure. Il y a le livre des records. Tu connais le livre des records ? Ouais, le Guinness Book. Bon, alors je t'annonce tout de suite que j'ai le plus gros clitoris du monde. Il fallait que ça finisse par une blague. C'est pas une blague. J'ai le plus gros clitoris du monde. D'accord. Bon. Eh bien, en tout cas, ça m'a fait très, très plaisir de venir t'interviewer. C'était sympa, drôle. Ouais. Et oui. Et puis je compte bien rester en relation avec toi. De toute façon, maintenant... on se connaît. Maintenant, on se connaît. On va peut-être se marier, hein, je sais pas. Vous trouverez sur l'article de mon site, qui est associé à ces 3 vidéos, des documents qui complètent cette interview et qui viennent l'illustrer. Photos, documents et des liens dont parle Christina. En parallèle de mon activité de podcasteur et youtubeur, je suis surtout, avec Rose, l'auteur d'un double roman d'amour dans un contexte BDSM que je vous propose de découvrir maintenant.